Conte des mille et un matins, écrit par Colette de 1911 à 1914, lu par Équilivre, livre audio. Salon et lieux publics. Un dîner le 17 mars. Le matin, 26 mars 1914. 8h30. Vous avancez de 5 minutes. C'est égal, ils vont arriver dans un joli état. L'hôtesse, la femme d'un ministre d'hier qui sera ministre demain, surveille la pendule et tend l'oreille. Rien que des femmes. Les hommes sont à la chambre, et l'on attend la fin de la sinistre séance du 17 mars. Il s'agit ici de la séance extraordinaire de la Chambre des députés consécutive à l'assassinat par Madame Joseph Caillot, épouse du ministre des Finances, de Calmette, directeur du Figaro. On a sonné. Lequel est-ce ? Non, c'est le téléphone. Elle rit, elle parie sur le nom de celui qui arrivera le premier. Elle bavarde avec l'air de penser à autre chose, et des yeux mobiles d'oiseaux inquiets. Leur préoccupation est si vive qu'elles ne s'astreignent plus à une causerie. Ce n'est entre elles qu'un échange puéril de gentillesse quasi orientale, des compliments sur une robe, sur une coiffure, des comparaisons entre deux sacs brodés de verroterie. On a sonné cette fois, c'en est un. Elles s'élancent, elles entourent le plus jeune et le plus gai des sous-secrétaires d'État. Il est en veston, toujours gai, mais las, avec les traits allongés, et comme vernis de fatigue et de chaleur. Eh bien, c'est fini, ils viennent, vous les avez vus ? Car elles pensent plus à leur mari qu'à l'affaire, la nouvelle affaire. On a sonné, c'est le maître de la maison cette fois, puis deux journalistes politiques, un député, deux députés, qui portant veston et qui jaquette ou redingote. Congestionnés ou aigres, ils ont tous l'air d'avoir un peu fondu et noirci à un feu malfaisant. Ils sont enroués, de chaleur ou de courroux. On entend qu'ils ont soif, et l'on sent, à leur poignée de main, que pendant tout l'après-midi interminable, cette main chaude a tourmenté, avec une irritation maniaque, le coupe-papier, le stylographe, les maillons d'une chaîne de montre. Les femmes, parées et fraîches, semblent fêter des paladins recrues, qui réclament l'eau fraîche, le bassin et l'aiguillère et les parfums. Une main fine se glisse dans une grosse main d'homme, une autre se pose à la dérobée sur un front dégarni, pour palper et éteindre la fièvre, geste d'amoureuse moins que de garde-malade tendre. À table, les hommes avalent le potage comme une tisane, à grande cuillerée, pour s'en débarrasser, et goûtent ensuite un moment de silence abattu. Le plus élégant d'entre eux n'est à cette heure qu'une bête de travail, qui vient de quitter une besogne sans joie. Le maître de la maison s'accoude sur la table, effeuille une rose sans la voir et dit à mi-voix : « Que c'est triste, mon Dieu, que c'est triste. » Cependant, les femmes, fidèles à leur emploi, savent qu'il sied de n'imiter point la tristesse des hommes, et que c'est l'heure de gazouiller, de se récrier sur les fleurs du surtout, sur la sauce crémeuse du poisson. Elles baignent les hommes moroses dans un bruit reposant, anodin de voix jeunes, de rires modérés, jusqu'à ce que l'un des convives, réconforté, jette comme un petit tison au bûcher, le mot qui embrase toute la salle et change le gazouillis en coup de gueule. Ils sont du même avis, tous ceux qui dînent là, à si peu près. Mais ils ont un tel excès d'indignation à dépenser que le moindre lapsus les tourne l'un contre l'autre, intolérants, blessés, méchants. Un valet de pied qui s'empresse reçoit en remerciement un trait sec. « Je ne vous parle pas à vous », ni plus ni moins que s'il était membre du Parlement. Les voix montent, s'enrouent. Un cri virulent de femme perce un instant le bruit, puis les dîneurs prennent, tous à la fois et brusquement, conscience de leur désordre et du lieu où ils sont, se maîtrisent, se font cordiaux, rient d'eux-mêmes pour recommencer l'instant d'après. Mais à la longue, une chair fine, des vins à propos frappés ou tiédis, anime d'une flamme égale et légère, telle joue terreuse, tel œil morne de combattants trahis, telles pâles oreilles exsangues, de bureaucrates privés de soleil. Les forces reviennent avec le rire, avec l'envie de plaire.
les convives se souviennent qu'il y a là des femmes, qui sont leurs femmes, attentives à leur rôle et toutes passionnées de dévouement muet, sous leur fausse légèreté de favorites. Des femmes qui maintenant parlent haut à leur tour, questionnent, offrent leur beauté comme une danseuse la danse. Pour le repos et le salutaire plaisir d'un soir, les voilà redevenus simplement des hommes, sous le regard attendri, et comme récompensés de leur bonne femelle. Spectacle mondain. Le matin, 18 juin 1914. Paraître sur une scène. On dit qu'il n'en faut pas plus pour enivrer nombre de personnes honnêtes, qui pensent bien et ne vivent pas mal, occupées le reste du temps de leurs relations, du bon renom de leurs proches, de leur alliance, enfin d'affaires uniquement mondaines. On assure que la manie théâtrale se gagne vite et crée ce type, ce monomane spécial appelé l'amateur, celui de qui le comédien professionnel dit en haussant les épaules « il jouerait sur la tête ». En contemplant les ébats bien réglés d'une compagnie, improvisée et tout aristocratique, en écoutant autour de moi l'estimation détaillée qu'on fait de ses mérites, je crois découvrir, au-delà du plaisir explicable de paraître, de se déguiser, de s'embellir, ce qui amène, puis ramène, puis retient passionnément un artiste mondain sur les planches d'un théâtre. C'est l'envie, le besoin d'être jugé par ses pairs. Ah, vous diront à l'issue d'une représentation, le jeune premier fiévreux, la désinvolte ingénue tigrée, ah, jouer sur un vrai théâtre, ah, le grand public. Je n'en jurerai pas, mais j'incline à penser que leur surexcitation passagère les trompe. Le vrai, le grand public, pour eux c'est le monde. C'est le cénacle, aujourd'hui sévère, demain indulgent, plus têtu qu'austère et plus capricieux que clairvoyant. De leurs égaux, de leurs semblables. C'est leurs amis, leurs parents, l'oncle chez qui l'on chassa, le voisin de campagne, le lointain cousin, la jolie belle-sœur, le camarade de cercle, l'hôte fastueux, l'abonné du français, l'altesse et le prétendant. À en croire mes oreilles, ce grand public-là vaut en effet qu'on s'en soucie, et il me paraît bien plus difficile à séduire que l'autre. Et quelle sincérité terrible! Aucun de mes voisins ne se soucie de ménager les interprètes que mêle, à cette heure, un ballet antique. Des voix de tête bavent toute musique, et même toute amitié, au profit de la vérité pure. C'est Madame de X qui danse seule au milieu? Ah, qu'elle a tort de faire ça! Elle est devenue beaucoup trop lourde pour ce genre d'exercice. Et ce pauvre Z, avec sa lance, si au moins il avait l'air de s'amuser. Charmants ces petits gestes natatoires des jeunes personnes. Et là, cher ami, dites-moi donc pourquoi diable mademoiselle de B s'est-elle fait épiler le dessous des bras? C'est la tenue d'été, mon vieux, penche-toi un peu, que je puisse dire des choses pénibles à ta femme. Oui, à vous, chère madame, à vous qui m'aviez affirmé que le jeune V était si joli garçon. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne pouvais pas savoir qu'il avait des genoux de cheval de fiacre. Mais au moins, vous la trouvez gentille, la petite de X, avec sa tunique qui s'arrête au-dessus de... Non, au-dessous du... Enfin, sa tunique courte. C'est une si bonne enfant. Silence bref, puis l'interlocuteur à tue-tête. Oui, pas mal, pas mal. Elle m'inspirait assez, pas plus tard qu'avant-hier, mais depuis qu'elle nous en montre tant que ça à la fois, je me refroidis. Et c'est curieux, ma bonne amie, voyez donc, mademoiselle de W, qui a le visage si parlant et si animé chez elle. Elle a autant d'expression sur la scène qu'une poupée de cire, etc. Pour de tels juges, ceux-ci bavards, ceux-là pincés, les autres envieux et muets, de nobles jeunes femmes dansent, si fort attentives à leurs pas de danse que certains oublient sur leur visage un air préoccupé d'honnêtes employés. De nobles jeunes brandissent des épieux et bondissent, le jarret un peu raide. Le tableau final groupe sur un fond des costumes lourds d'or, peints, brodés de perles et de pierres, 50 figures d'hommes et de femmes conscients que leurs efforts respectueux d'une tâche accomplie devant un public qui les reflète comme un sévère miroir
Il y a là un demi-cent de faces singulièrement variées, où les origines ont laissé un étampage mystérieux. Ici sur un ébusqué, là sur un front bossu fait pour le dur morion, sur un long menton anglais, sur un suave ovale sarrasin ou un front laiteux frangé de cheveux roux, sur la joue pleine et dans les grands yeux d'une juive, noire et magnifique, au-dessous d'un large diamant ancien au feu lent.